Albert Camus, L'homme révolté, partie 5, la pensée de midi. Révolte et meurtre. Loin de cette source de vie, en tout cas, l'Europe et la Révolution se consument dans une convulsion spectaculaire. Au siècle dernier, l'homme abat les contraintes religieuses, à peine délivrées, pourtant, il s'en invente à nouveau et d'intolérable. La vertu meurt, mais renaît plus farouche encore. Elle crie à tout venant une fracassante charité et cet amour du lointain qui fait une dérision de l'humanisme contemporain. À ce point de fixité, elle ne peut opérer que des ravages. Un jour vient où elle s'aigrit, la voilà policière, et pour le salut de l'homme, d'ignobles bûchers s'élèvent. Au sommet de la tragédie contemporaine, nous entrons alors dans la familiarité de crimes. Les sources de la vie et de la création semblent taries, la peur fige une Europe peuplée de fantômes et de machines. Entre deux hécatombes, les échafauds s'installent au fond des souterrains. Des tortionnaires humanistes y célèbrent leur nouveau culte dans le silence. Quel cri les troublerait ? Les poètes eux-mêmes, devant le meurtre de leurs frères, déclarent fièrement qu'ils ont les mains propres. Le monde entier dès lors se détourne distraitement de ce crime. Les victimes viennent d'entrer dans l'extrémité de leur disgrâce. Elles ennuient. Dans les temps anciens, le sang du meurtre provoquait au moins une horreur sacrée. Il sanctifiait ainsi le prix de la vie. La vraie condamnation de cette époque est de donner à penser au contraire qu'elle n'est pas assez sanglante. Le sang n'est plus visible, il n'éclabousse pas assez haut le visage de nos pharisiens. Voici l'extrémité du nihilisme. Le meurtre aveugle et furieux devient une oasis et le criminel imbécile paraît rafraîchissant auprès de nos très intelligents bourreaux. Après avoir longtemps cru qu'il pourrait lutter contre Dieu avec l'humanité entière, l'esprit européen s'aperçoit donc qu'il lui faut aussi, s'il ne veut pas mourir, lutter contre les hommes. Les révoltés qui dressaient contre la mort voulaient bâtir sur l'espèce une farouche immortalité, s'effraient d'être obligés de tuer à leur tour. S'ils reculent pourtant, il leur faut accepter de mourir, s'ils avancent, de tuer. La révolte détournée à ses origines et cyniquement travestie oscille à tous les niveaux entre le sacrifice et le meurtre. Sa justice, qu'elle espérait distributive, est devenue sommaire. Le royaume de la grâce a été vaincu, mais celui de la justice s'effondre aussi. L'Europe meurt de cette déception, sa révolte plaidait pour l'innocence humaine et la voilà raidie contre sa propre culpabilité. À peine s'élance-t-elle vers la totalité qu'elle reçoit en partage la solitude la plus désespérée. Elle voulait entrer en communauté et elle n'a plus d'autre espoir que de rassembler un à un au long des années les solitaires qui marchent vers l'unité. Faut-il donc renoncer à toute révolte, soit que l'on accepte avec ses injustices une société qui se survit, soit que l'on décide cyniquement de servir contre l'homme la marche forcenée de l'histoire. Après tout, si la logique de notre réflexion devait conclure à un lâche conformisme, il faudrait l'accepter comme certaines familles acceptent parfois d'inévitables déshonneurs. Si elle devait aussi justifier toutes les sortes d'attentats contre l'homme et même sa destruction systématique, il faudrait consentir à ce suicide. Le sentiment de la justice, pour finir, y trouverait son compte, la disparition d'un monde de marchands et de policiers. Mais sommes-nous encore dans un monde révolté ? La révolte n'est-elle pas devenue, au contraire, l'alibi de nouveaux tyrans ? Le « nous sommes » contenu dans le mouvement de révolte peut-il, sans scandale ou sans subterfuge, se concilier avec le meurtre, en assignant à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune de tous les hommes? La révolte définissait une première valeur. Elle mettait au premier rang de ses références une complicité transparente des hommes entre eux, une texture commune, la solidarité de la chaîne, une communication d'être à être qui rend les hommes ressemblants et ligués. Elle faisait accomplir ainsi un premier pas à l'esprit aux prises avec un monde absurde. Par ce progrès, elle rendait plus angoissant encore le problème qu'elle doit résoudre face au meurtre. Au niveau de l'absurde, en effet, le meurtre suscitait seulement des contradictions logiques. Au niveau de la révolte, il est déchirement. Car il s'agit de décider s'il est possible de tuer celui, quelconque, dont nous venons enfin de reconnaître la ressemblance et de consacrer l'identité. La solitude à peine dépassée, faut-il donc trouver définitivement en légitimant l'acte qui retranche de tout ? Forcer à la solitude celui qui vient d'apprendre qu'il n'est pas seul, n'est-ce pas le crime définitif contre l'homme ? En logique, on doit répondre que meurtre et révolte sont contradictoires, qu'un seul maître soit en effet tué et le révolté d'une certaine manière n'est plus autorisé à dire la communauté des hommes dont il tirait pourtant sa justification. Si ce monde n'a pas de sens supérieur, si l'homme n'a que l'homme pour répondant, il suffit qu'un homme retranche un seul être de la société des vivants pour s'en exclure lui-même.
Lorsque Caïn tue Abel, il fuit dans le désert. Et si les meurtriers sont foule, la foule vit dans le désert et dans cette autre sorte de solitude qui s'appelle promiscuité. Dès qu'il frappe, la révolte coupe le monde en deux. Il se dressait au nom de l'identité de l'homme avec l'homme, et il sacrifie l'identité en consacrant dans le sang la différence. Son seul être, au cœur de la misère et de l'oppression, était dans cette identité. Le même mouvement qui visait à l'affirmer le fait donc cesser d'être. Il peut dire que quelques-uns, ou même presque tous, sont avec lui, mais qu'il manque un seul être au monde irremplaçable de la fraternité et le voilà dépeuplé. Si nous ne sommes pas, je ne suis pas. Ainsi s'explique l'infinie tristesse de Kaliaïev et le silence de Saint-Just. Les révoltés décidés à passer par la violence et le meurtre ont beau, pour garder l'espoir d'être, remplacer le « nous sommes » par le « nous serons ». Quand le meurtrier et la victime auront disparu, la communauté se refera sans eux. L'exception aura vécu, la règle redeviendra possible. Au niveau de l'histoire, comme dans la vie individuelle, le meurtre est ainsi une exception désespérée où il n'est rien. Les fractions qu'il effectue dans l'ordre des choses et sans lendemain. Il est insolite et ne peut donc être utilisé ni systématique comme le veut l'attitude purement historique. Il est la limite qu'on ne peut atteindre qu'une fois et après laquelle il faut mourir. Le révolté n'a qu'une manière de se réconcilier avec son acte meurtrier s'il s'y est laissé porter, accepter sa propre mort et le sacrifice. Il tue et mord pour qu'il soit clair que la mesure est impossible. Il montre alors qu'il préfère en réalité le « nous sommes » au « nous serons ». Le bonheur tranquille de Kaliaïev dans sa prison, la sérénité de Saint-Just marchant vers l'écheveau sont à leur tour expliqués. Au-delà de cette extrême frontière commence la contradiction et le nihilisme. Le meurtre nihiliste. Le crime irrationnel et le crime rationnel, en effet, trahissent également la valeur mise au jour par le mouvement de révolte. Et d'abord le premier, celui qui nie tout et s'autorise à tuer. Sade, le dandy meurtrier, l'unique impitoyable, Karamazov, le zélateur du brigand déchaîné, les surréalistes qui tirent dans la foule, revendiquent en somme la liberté totale, le déploiement sans limite de l'orgueil humain. Le nihilisme confond dans la même rage créateur et créature. Supprimant tout principe d'espoir, il rejette toute limite et, dans l'aveuglement d'une indignation qui n'aperçoit même plus ses raisons, finit par juger qu'il est indifférent de tuer ce qui, déjà, est voué à la mort. Mais ces raisons, la reconnaissance mutuelle d'une destinée commune et la communication des hommes entre eux sont toujours vivantes. La révolte les proclamait et s'engageait à les servir. Du même coup, elle définissait contre le nihilisme une règle de conduite qui n'a pas besoin d'attendre la fin de l'histoire pour éclairer l'action et qui pourtant n'est pas formelle. Elle faisait au contraire de la morale jacobine la part de ce qui échappe à la règle et à la loi. Elle ouvrait les chemins d'une morale qui, loin d'obéir à des principes abstraits, ne les découvre qu'à la chaleur de l'insurrection, dans le mouvement incessant de la contestation. Rien n'autorise à dire que ces principes ont été éternellement, rien ne sert de déclarer qu'ils seront. Mais ils sont, dans le temps même où nous sommes, ils nient avec nous, et tout au long de l'histoire, la servitude, le mensonge et la terreur. Il n'y a rien de commun en effet entre un maître et un esclave, et on ne peut parler et communiquer avec un être asservi. Au lieu de ce dialogue implicite et libre par lequel nous reconnaissons notre ressemblance et consacrons notre destinée, la servitude fait régner le plus terrible des silences. Si l'injustice est mauvaise pour le révolté, ce n'est pas en ce qu'elle contredit une idée éternelle de la justice que nous ne savons où situer, mais en ce qu'elle perpétue la muette hostilité qui sépare l'oppresseur de l'opprimé. Elle tue le peu d'être qui peut venir au monde par la complicité des hommes entre eux. De la même façon, puisque l'homme qui ment se ferme aux autres hommes, le mensonge se trouve proscrit et à un degré plus bas, le meurtre et la violence qui imposent le silence définitif. La complicité et la communication découvertes par la révolte ne peuvent se suivre que dans le libre dialogue. Chaque équivoque, chaque malentendu suscite la mort. Le langage clair, le mot simple peut seul sauver de cette mort. Le sommet de toutes les tragédies est dans la surdité des héros. Platon a raison contre Moïse et Nietzsche. Les dialogues à hauteur d'homme coûtent moins cher que l'évangile des religions totalitaires, monologué et dicté du haut d'une montagne solitaire. À la scène comme à la ville, le monologue précède la mort. Tout révolté par le seul mouvement qui le dresse face à l'oppresseur plaide donc pour la vie, s'engage à lutter contre la servitude, le mensonge et la terreur et affirme, le temps d'un éclair, que ces trois fléaux font régner le silence entre les hommes, les obscurcissent les uns aux autres et les empêchent de se retrouver dans la seule valeur qui puisse les sauver du nihilisme, la longue complicité des hommes aux prises avec leur destin.
le temps d'un éclair, mais cela suffit provisoirement pour dire que la liberté la plus extrême, celle de tuer, n'est pas compatible avec les raisons de la révolte. La révolte n'est nullement une revendication de liberté totale, au contraire, la révolte fait le procès de la liberté totale. Elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite. Loin de revendiquer vers une indépendance générale, le révolté veut qu'il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain, la limite étant précisément le pouvoir de révolte de cet être. La raison profonde de l'intransigeance révoltée est ici. Plus la révolte a conscience de revendiquer une juste limite, plus elle est inflexible. Le révolté exige sans doute une certaine liberté pour lui-même, mais en aucun cas, s'il est conséquent, le droit de détruire l'être et la liberté de l'autre. Il n'humilie personne. La liberté qu'il réclame, il la revendique pour tous. Celle qu'il refuse, il l'interdit à tous. Il n'est pas seulement esclave contre maître, mais aussi homme contre le monde du maître et de l'esclave. Il y a donc, grâce à la révolte, quelque chose de plus dans l'histoire que le rapport maîtrise et servitude. La puissance illimitée n'y est pas la seule loi. C'est au nom d'une autre valeur que le révolté affirme l'impossibilité de la liberté totale, en même temps qu'il réclame pour lui-même la relative liberté nécessaire pour reconnaître cette impossibilité. Chaque liberté humaine à sa racine la plus profonde est ainsi relative. La liberté absolue qui est celle de tuer est la seule qui ne réclame pas en même temps qu'elle-même ce qui la limite et l'oblitère. Elle se coupe alors de ses racines, elle erre à l'aventure, ombre abstraite et malfaisante, jusqu'à ce qu'elle s'imagine trouver un corps dans l'idéologie. Il est donc possible de dire que la révolte, quand elle débouche sur la destruction, est illogique. Réclamant l'unité de la condition humaine, elle est force de vie, non de mort. Sa logique profonde n'est pas celle de la destruction, elle est celle de la création. Son mouvement, pour rester authentique, ne doit abandonner derrière lui aucun des termes de la contradiction qui le soutient. Il doit être fidèle au oui qu'il contient en même temps qu'à ce non que les interprétations nihilistes isolent dans la révolte. La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l'injustice de la condition, de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir les mensonges universels et de parier, face à la douleur des hommes, pour le bonheur. La passion nihiliste, ajoutant à l'injustice et au mensonge, détruit dans sa rage son existence ancienne et s'enlève ainsi les raisons les plus claires de sa révolte. Elle tue, folle de sentir que le monde est livré à la mort. La conséquence de la révolte, au contraire, est de refuser sa légitimation au meurtre, puisque dans son principe, elle est protestation contre la mort. Mais si l'homme était capable d'introduire à lui seul l'unité dans le monde, s'il pouvait y faire régner par son seul décret la sincérité, l'innocence et la justice, il serait Dieu lui-même. Aussi bien s'il le pouvait, la révolte serait désormais sans raison. S'il y a révolte, c'est que le mensonge, l'injustice et la violence font, en partie, la condition du révolté. Il ne peut donc prétendre absolument à ne point tuer ni mentir sans renoncer à sa révolte et accepter une fois pour toutes le meurtre et le mal. Mais il ne peut non plus accepter de tuer et mentir, puisque le mouvement inverse qui légitimerait le meurtre et la violence détruirait aussi les raisons de son insurrection. Le révolté ne peut donc trouver le repos. Il sait le bien et fait malgré lui le mal. La valeur qui le tient debout ne lui est jamais donnée une fois pour toutes, il doit la maintenir sans cesse. L'être qu'il obtient s'effondre si la révolte à nouveau ne le soutient. En tout cas, s'il ne peut pas toujours ne point tuer, directement ou indirectement, il peut mettre sa fièvre et sa passion à diminuer la chance du meurtre autour de lui. Sa seule vertu sera plongée dans les ténèbres de ne pas céder à leur vertige obscur. Enchaîné au mal, de se traîner obstinément vers le bien. S'il tue lui-même, enfin, il acceptera la mort. Fidèle à ses origines, le révolté démontre dans le sacrifice que sa vraie liberté n'est pas à l'égard du meurtre, mais à l'égard de sa propre mort. Il découvre en même temps l'honneur métaphysique. Kaliaïev se place alors sous la potence et désigne visiblement à tous ses frères la limite exacte où commence et finit l'honneur des hommes. Le meurtre historique. La révolte se déploie aussi dans l'histoire qui demande non seulement des options exemplaires, mais encore des aptitudes efficaces. Le meurtre rationnel risque de s'en trouver justifié et la contradiction révoltée se répercute alors dans des antinomies apparemment insolubles dont les deux modèles en politique sont d'une part l'opposition de la violence et de la non-violence, d'autre part celle de la justice et de la liberté. Essayons de les définir dans leur paradoxe. La valeur positive contenue dans le premier mouvement de révolte suppose le renoncement à la violence de principe. Elle entraîne par conséquent l'impossibilité de stabiliser une révolution
La révolte traîne sans cesse avec elle cette contradiction. Au niveau de l'histoire, elle se durcit encore. Si je renonce à faire respecter l'identité humaine, j'abdique devant celui qui opprime, je renonce à la révolte et retourne à un consentement nihiliste. Le nihilisme alors se fait conservateur. Si j'exige que cette identité soit reconnue pour être, je m'engage dans une action qui, pour réussir, suppose un cynisme de la violence et nie cette identité et la révolte elle-même. En élargissant encore la contradiction, si l'unité du monde ne peut lui venir d'en haut, l'homme doit la construire à sa hauteur dans l'histoire. L'histoire sans valeur qui la transfigure est régie par la loi de l'efficacité. Le matérialisme historique, le déterminisme, la violence, la négation de toute liberté qui n'aille pas dans le sens de l'efficacité, le monde du courage et du silence sont les conséquences les plus légitimes d'une pure philosophie de l'histoire. Seule dans le monde d'aujourd'hui, une philosophie de l'éternité peut justifier la non-violence. À l'historicité absolue, elle objectera à la création de l'histoire, à la situation historique, elle demandera son origine. Pour finir, consacrant alors l'injustice, elle remettra à Dieu le soin de la justice. Aussi bien sans réponse à leur tour, exigeront la foi. On lui objectera le mal et le paradoxe d'un Dieu tout-puissant et malfaisant ou bienfaisant et stérile. Le choix restera ouvert entre la grâce et l'histoire, Dieu ou l'épée. Quelle peut être alors l'attitude du révolté ? Il ne peut se détourner du monde et de l'histoire sans renier le principe même de la révolte, choisir la vie éternelle sans se résigner en un sens au mal. Non chrétien, par exemple, il doit aller jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout signifie choisir l'histoire absolument et le meurtre de l'homme avec elle, si ce meurtre est nécessaire à l'histoire, accepter la légitimation du meurtre et encore renier ses origines. Si le révolté ne choisit pas, il choisit le silence et l'esclavage d'autrui. Si dans un mouvement de désespoir il déclare choisir à la fois contre Dieu et l'histoire, il est le témoin de la liberté pure, c'est-à-dire de rien. Au stade historique qui est le nôtre, dans l'impossibilité d'affirmer une raison supérieure qui ne trouve sa limite dans le mal, son apparent dilemme est le silence ou le meurtre, dans les deux cas, une démission. Ainsi encore de la justice et de la liberté, ces deux exigences sont déjà au principe du mouvement de révolte et on les retrouve dans l'élan révolutionnaire. L'histoire des révolutions montre cependant qu'elles entrent presque toujours en conflit, comme si leurs exigences mutuelles se trouvaient inconciliables. La liberté absolue, c'est le droit pour le plus fort de dominer. Elle maintient donc les conflits qui profitent à l'injustice. La justice absolue passe par la suppression de toute contradiction, elle détruit la liberté. La révolution pour la justice par la liberté finit par les dresser l'une contre l'autre. Il y a ainsi dans chaque révolution, une fois liquidée la caste qui dominait jusque-là, une étape où elle suscite elle-même un mouvement de révolte qui indique ses limites et annonce ses chances d'échec. La révolution se propose d'abord de satisfaire l'esprit de révolte qui lui a donné naissance, elle s'oblige à le nier ensuite pour mieux s'affirmer elle-même. Il y a, semble-t-il, une opposition irréductible entre le mouvement de la révolte et les acquisitions de la révolution. Mais ces antinomies n'existent que dans l'absolu. Elles supposent un monde et une pensée sans médiation. Il n'y a pas, en effet, de conciliation possible entre un Dieu totalement séparé de l'histoire et une histoire purgée de toute transcendance. Leurs représentants sur Terre sont effectivement le yogi et le commissaire, mais la différence entre ces deux types d'hommes n'est pas, comme on le dit, la différence entre la vaine pureté et l'efficacité. Le premier choisit seulement l'inefficacité de l'abstention et le second celle de la destruction. Parce que tous deux rejettent la valeur médiatrice que la révolte au contraire révèle, ils ne nous offrent également, éloignés du réel, que deux sortes d'impuissance, celle du bien et celle du mal. Si en effet ignorer l'histoire revient à nier le réel, c'est encore s'éloigner du réel que de considérer l'histoire comme un tout qui se suffit à lui-même. La révolution du XXe siècle doit éviter le nihilisme, être fidèle à la vraie révolte en remplaçant Dieu par l'histoire. Elle fortifie le premier en réalité et trahit la seconde. L'histoire dans son mouvement pur ne fournit pas par elle-même aucune valeur. Il faut donc vivre selon l'efficacité immédiate et se taire ou mentir. La violence systématique ou silence imposé, le calcul ou mensonge concerté deviennent des règles inévitables. Une pensée purement historique est donc nihiliste, elle accepte totalement le mal de l'histoire et s'oppose à ceci en ceci à la révolte. Elle a beau affirmer en compensation la rationalité absolue de l'histoire, cette raison historique ne sera achevée, n'aura de sens complet qu'à la fin de l'histoire. En attendant, il faut agir et agir sans règle morale pour que la règle définitive vienne au jour. Le cynisme comme attitude politique n'est logique qu'en fonction d'une pensée absolutiste, c'est-à-dire le nihilisme absolu d'une part, le rationalisme absolu de l'autre. Quant aux conséquences, il n'y a pas de différence entre les deux attitudes. Dès l'instant où elles sont acceptées, la terre est déserte.
En réalité, l'absolu purement historique n'est même pas concevable. La pensée de Jaspers, par exemple, dans ce qu'elle a d'essentiel, souligne l'impossibilité pour l'homme de saisir la totalité, puisqu'il se trouve à l'intérieur de cette totalité. L'histoire comme un tout ne pourrait exister qu'aux yeux d'un observateur extérieur à elle-même et au monde. Il n'y a d'histoire à la limite que pour Dieu. Il est donc impossible d'agir suivant les plans embrassant la totalité de l'histoire universelle. Toute entreprise historique ne peut être alors qu'une aventure plus ou moins raisonnable ou fondée. Elle est d'abord un risque. En tant que risque, elle ne saurait justifier aucune démesure, aucune position implacable et absolue. Si la révolte pouvait fonder une philosophie, au contraire, ce serait une philosophie des limites, de l'ignorance calculée et du risque. Celui qui ne peut tout savoir ne peut tout tuer. Le révolté, loin de faire un absolu de l'histoire, la récuse et la met en contestation, au nom d'une idée qu'il a de sa propre nature. Il refuse sa condition, et sa condition en grande partie est historique. L'injustice, la fugacité, la mort se manifestent dans l'histoire, et les repoussant, on repousse l'histoire elle-même. Certes, le révolté ne nie pas l'histoire qui l'entoure, c'est en elle qu'il essaie de s'affirmer, mais il se trouve devant elle comme l'artiste devant le réel, il la repousse sans s'y dérober. Pas une seconde, il n'en fait un absolu, s'il peut participer par la force des choses au crime de l'histoire, il ne peut donc le légitimer. Le crime rationnel non seulement ne peut s'admettre au niveau de la révolte, mais encore signifie la mort de la révolte. Pour rendre cette évidence plus claire, le crime rationnel s'exerce en premier lieu sur les révoltés dont l'insurrection conteste une histoire désormais divinisée. La mystification propre à l'esprit qui se dit révolutionnaire reprend et aggrave aujourd'hui la mystification bourgeoise. Elle fait passer sous la promesse d'une justice absolue l'injustice perpétuelle, le compromis sans limite de l'indignité. La révolte, elle, ne vise qu'au relatif et ne peut promettre qu'une dignité certaine assortie d'une justice relative. Elle prend le parti d'une limite où s'établit la communauté des hommes. Son univers est celui du relatif. Au lieu de dire avec Hegel et Marx que tout est nécessaire, elle répète seulement que tout est possible et qu'à une certaine frontière, le possible aussi mérite le sacrifice. Entre Dieu et l'histoire, le yogi et le commissaire, elle ouvre le chemin difficile où les contradictions peuvent se vivre et se dépasser. Considérons aussi les deux antinomies posées par exemple. Une action révolutionnaire qui se voudrait cohérente avec ses origines devrait se résumer dans un consentement actif au relatif. Elle serait fidélité à la condition humaine, intransigeante sur ses moyens, elle accepterait l'approximation quant à ses fins et, pour que l'approximation se définisse de mieux en mieux, laisserait libre cours à la parole. Elle maintiendrait ainsi cet être commun qui justifie son insurrection. Elle garderait en particulier au droit la possibilité permanente de s'exprimer, ceci définit une conduite à l'égard de la justice et de la liberté. Il n'y a pas de justice en société sans droit naturel ou civil qui la fonde, il n'y a pas de droit sans expression de ce droit. Que le droit s'exprime sans attendre, et c'est la probabilité que, tôt ou tard, la justice qu'il fonde viendra au monde. Pour conquérir l'être, il faut partir du peu d'être que nous découvrons en nous, non le nier d'abord. Faire taire le droit jusqu'à ce que la justice soit établie, c'est le faire taire à jamais, puisqu'il n'aura plus lieu de parler si la justice règne à jamais. À nouveau, on confie donc la justice à ceux qui, seuls, ont la parole, les puissants. Depuis les siècles, la justice et l'être distribué par les puissants se sont appelés bon plaisir. Tuer la liberté pour faire régner la justice revient à réhabiliter la notion de grâce sans l'intercession divine et restaurer par une réaction vertigineuse le corps mystique sous les espèces les plus basses. Même quand la justice n'est pas réalisée, la liberté préserve le pouvoir de protestation et sauve la communication. La justice dans un monde silencieux, la justice asservie et muette, détruit la complicité et finalement ne peut plus être la justice. La révolution du XXe siècle a séparé arbitrairement pour des fins démesurées de conquête de notions inséparables. La liberté absolue raille la justice absolue nie la liberté. Pour être féconde, les deux notions doivent trouver l'une dans l'autre leurs limites. Aucun homme n'estime sa condition libre si elle n'est pas juste en même temps, ni juste si elle ne se trouve pas libre. La liberté précisément ne peut s'imaginer sans le pouvoir de dire en clair le juste et l'injuste, de revendiquer l'être entier au nom d'une parcelle d'êtres qui se refuse à mourir. Il y a une justice enfin, quoique bien différente, à restaurer la liberté. Seule valeur impérissable de l'histoire, les hommes ne sont jamais bien morts que pour la liberté, ils ne croyaient pas alors mourir tout à fait. Le même raisonnement s'applique à la violence. La non-violence absolue fonde négativement la servitude et ses violences. La violence systématique détruit positivement la communauté vivante et l'être que nous en recevons.
Pour être fécondes, ces deux notions doivent trouver leurs limites. Dans l'histoire, considérée comme un absolu, la violence se trouve légitimée comme un risque relatif. Elle est une rupture de communication. Elle doit conserver pour le révolté son caractère provisoire d'effraction, être toujours liée, si elle ne peut être évitée, à une responsabilité personnelle, à un risque immédiat. La violence de système se place dans l'ordre, elle est en un sens confortable. Führerprinzip ou raison historique, quel que soit l'ordre qui la fonde, elle règne sur un univers de choses, non d'hommes. De même que le révolté considère le meurtre comme la limite qu'il doit, s'il s'y porte, consacré en mourant, de même la violence ne peut être qu'une limite extrême qui s'oppose à une autre violence, par exemple dans le cas de l'insurrection. Si l'excès de l'injustice rend cette dernière impossible à éviter, le révolté refuse d'avancer la violence au service d'une doctrine ou d'une raison d'État. Toute crise historique, par exemple, s'achève par des institutions. Si nous n'avons pas de prise sur la crise elle-même, qui est le risque pur, nous en avons sur les institutions, puisque nous pouvons les définir, choisir celles pour lesquelles nous luttons et incliner ainsi notre lutte dans leur direction. L'action révoltée authentique ne consentira à s'armer que pour des institutions qui limitent la violence, non pour celles qui la codifient. Une révolution ne vaut la peine qu'on meure pour elle que si elle assure sans délai la suppression de la peine de mort, qu'on souffre pour elle la prison que si elle refuse d'avance d'appliquer les châtiments sans terme prévisible. Si la violence insurrectionnelle se déploie dans la direction de ces institutions, les annonçant aussi souvent que possible, ce sera la seule manière pour elle d'être vraiment provisoire. Quand la fin est absolue, c'est-à-dire historiquement parlant, quand on la croit certaine, on peut aller jusqu'à sacrifier les autres. Quand elle ne l'est pas, on ne peut sacrifier que soi-même dans l'enjeu d'une lutte pour la dignité commune. La fin justifie les moyens, cela est possible. Mais qui justifiera la fin ? À cette question que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond « les moyens ». Que signifie une telle attitude en politique et d'abord est-elle efficace ? Il faut répondre sans hésiter qu'elle est la seule à l'être aujourd'hui. Il y a deux sortes d'efficacité, celle du typhon et celle de la sève. L'absolutisme historique n'est pas efficace, il est efficient. Il a pris et conservé le pouvoir. Une fois muni du pouvoir, il détruit la seule réalité créatrice. L'action intransigeante et limitée, issue de la révolte, maintient cette réalité et tente seulement de l'étendre de plus en plus. Il n'est pas dit que cette action ne puisse vaincre. Il est dit qu'elle court le risque de ne pas vaincre et de mourir. Mais ou bien la révolution prendra ce risque, ou bien elle confessera qu'elle n'est que l'entreprise de nouveaux maîtres, justiciables du même mépris. Une révolution qu'on sépare de l'honneur trahit ses origines qui sont du règne de l'honneur. Son choix, en tout cas, se limite à l'efficacité matérielle et le néant ou le risque est la création. Les anciens révolutionnaires allaient au plus pressé et leur optimisme était entier. Mais aujourd'hui, l'esprit révolutionnaire a grandi en conscience et en clairvoyance. Il a derrière lui 150 années d'expérience sur lesquelles il peut réfléchir. De plus, la révolution a perdu ses prestiges de fait. Elle est à elle seule un prodigieux calcul qui s'étend à l'univers. Elle sait, même si elle ne l'avoue pas toujours, qu'elle sera mondiale ou ne sera pas. Ses chances s'équilibrent au risque d'une guerre universelle qui, même dans le cas d'une victoire, ne lui offrira que l'empire des ruines. Elle peut alors rester fidèle à son nihilisme et incarner dans les charniers la raison ultime de l'histoire. Il faudra alors renoncer à tout, sauf à la silencieuse musique qui transfigurera encore les enfers terrestres. Mais l'esprit révolutionnaire en Europe peut aussi, pour la première et la dernière fois, réfléchir sur ses principes, se demander quelle est la déviation qui l'égare dans la terreur et dans la guerre, et retrouver, avec les raisons de sa révolte, sa fidélité.